Les êtres vivants qui peuplent notre planète sont extrêmement nombreux. Leur milieu de vie très diversifié, on les appelle des écosystèmes. Cette richesse écologique constitue ce que l'on appelle la biodiversité ou diversité du vivant. L'homme prélève dans ses milieux de vie de quoi se nourrir, des poissons par exemple, mais va aussi exploiter les sols pour produire des cultures, réaliser des élevages. Les milieux marins sont de plus en plus concernés par la disparition des espèces. Parmi celles que l'on trouve sur les étals, 9 sur 10 sont surexploitées ou au bord de la surexploitation. En effet, de nombreuses espèces de poissons, et en particulier les grands prédateurs comme les thons, font l'objet d'une pêche particulièrement intensive. Les prises dites accessoires, tortues, dauphins, poissons, constituent 30% du volume total de la pêche et sont rejetées mortes par-dessus bord. Un gaspillage et une destruction majeure des écosystèmes marins. Tout comme la pêche, l'agriculture constitue un enjeu primordial pour la gestion durable de la biodiversité. Depuis près de 60 ans, on était basé sur un principe comme quoi le sol était un substrat neutre et qu'il fallait amener tous les éléments nécessaires à la croissance des plantes. On s'est basé par l'analyse des tissus cellulaires pour pouvoir mettre en exergue les 3 éléments les plus importants dans le système nutritionnel des plantes, à savoir l'azote, le phosphore et la potasse. Bien sûr, après, bien les micro-éléments. Et donc, on a créé ce qu'on appelle les engrais chimiques. Et derrière les engrais chimiques, il y a ce qu'on appelle les épandages d'engrais chimiques, l'utilisation des pesticides, puisque, en fait, en mettant plus d'engrais chimiques sur les sols, on tue les bactéries qui se trouvent dans les sols et on crée un déséquilibre. Et la conséquence de ce déséquilibre, c'est que la plante, à un moment ou à un autre, est déficiente par rapport à certains éléments. Et dans la nature est très bien réglée, à savoir qu'un élément faible doit être éliminé de façon assez rapide. Et donc ils amènent des insectes pour pouvoir détruire la plante. L'humain vient en contradiction avec les principes de la nature. Pour essayer de préserver la plante, on va épandre pulvériser des insecticides, des pesticides pour pouvoir essayer de sauver les plantes. Et on rentre dans un cycle infernal. Et aujourd'hui, les humains veulent des fraises quand on ne peut pas, veulent de la salade en hiver. Et donc on essaie de tricher par rapport au cycle de la vie. Et face à cette demande des humains, on crée des monocultures pour pouvoir répondre par exemple à l'histoire des biocarburants. Je pense notamment au maïs au Brésil, où nous sommes en train de déforester l'Amazonie pour essayer de mettre en place de la monoculture telle que le maïs pour pouvoir faire du carburant. L'ensemble de la vie sur Terre forme un grand système, la biosphère, composé d'éléments interagissant entre eux. Ainsi, toutes les espèces animales et végétales font partie de divers écosystèmes et sont, à ce titre, des maillons indispensables de communautés complexes d'êtres vivants. Elles entretiennent des relations multiples entre elles qui les rendent souvent interdépendantes. Elles se nourrissent, par exemple, les unes des autres. La disparition de l'une d'entre elles entraîne une fragilisation de l'écosystème, voire la disparition d'espèces associées. En règle générale, plus un écosystème est diversifié, plus il est productif et stable. Les écosystèmes trop dégradés finissent donc par ne plus assurer leurs fonctions ni les services qu'ils rendent à l'homme. L'humanité dépend donc totalement de cette communauté de vie et de cette solidarité entre les espèces vivantes. Trois éléments de réponse. La première tient lieu de l'organisation de toute collectivité, que ce soit communale, territoriale. Il y a des règles d'urbanisme, il y a des règles qui sont liées à l'abattage des arbres, il y a des règles qui sont liées au terrassement. Donc chacun, lorsqu'il veut construire une maison, on va rester dans un exemple très précis,
est soumis à une réglementation avec des autorisations et donc c'est contrôlé. Mais ce n'est jamais suffisant. Le choix ensuite de la construction que l'on va faire portera sur un design qui ne soit pas nécessairement ce que l'on voit d'habitude ou la norme dont on a tellement pris l'habitude qu'on doit construire. Une maison sur une pente ou une maison sur un espace plat n'est pas nécessairement un ensemble de béton. On peut tout à fait imaginer qu'une partie en béton puisse accueillir le véhicule dans le garage, la buanderie, et le reste de la maison construit en pilotis. Et le reste de la propriété va pouvoir absorber au moment des pluies, cette pluie qui, si c'était cimenté complètement ou avec une toiture ou avec une couverture cimentée, aurait nécessité la conduite de l'ensemble de l'eau vers des caniveaux. Donc la terre joue son rôle. Et le troisième point qui est important, il faut aussi aller chercher dans notre tradition, dans la tradition polynésienne, une gestion de l'espace qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette qualité de vie extraordinaire, cet environnement que l'on a aujourd'hui et que l'on revendique, tout simplement parce que les anciens avaient pris des normes pour conserver des espèces à vocation médicamenteuse, pour conserver des espèces rares, pour pouvoir organiser les déplacements au travers de la construction de pirogues, ou tout simplement des indicateurs au moment de la floraison pour les pêcheurs. Et donc c'est ce concept qui doit pouvoir porter l'idée que l'érosion n'est pas une fatalité. Plus généralement, il s'agit de réconcilier protection de l'environnement, maintien de la biodiversité, progrès social et équilibre économique. Tu sais maintenant que notre vie est étroitement liée à celle des autres êtres vivants. Nous devons donc protéger les milieux de vie et leurs habitants.